Ok, ici c'est le BPC 2009, problème 1 et problème 2. Donc les notions qui sont abordées dans cette épreuve, c'est des problèmes en l'occurrence. Il s'agit de problèmes, des notions qui vont nécessiter la portée de Pythagore, l'application de la portée de Pythagore, quelques notions de trigonométrie, des relations métriques dans un triangle, tronc de cône, calcul des aires de volume d'un tronc de cône. Ok, maintenant le problème 1. La première question demande en fait de déterminer la nature des triangles MOQ et MPQ. Donc, ça fait avec l'épreuve de bonsoir. Donc, allons-y, MOQ. On a MO qui est perpendiculaire à OQ, donc le triangle est rectangulaire. On voit que les deux tangents sont perpendiculaires en fait en ordre. NPQ. On a MN égale à NP égale à PQ égale à MQ et MN qui est perpendiculaire à MQ. Donc MNPQ est un carré. Ça c'est une propriété pour montrer qu'un quadrilatère est un carré. Donc nous avons un endroit et quatre côtés qui sont égaux. Donc c'est un carré. Ici, NPQ est un rectangle isocèle. C'est un triangle rectangle isocèle en P. C'est important de ne pas s'arrêter à la position d'isocèle ici. Le triangle est aussi rectangle de par la nature du carré. MNPQ. Question 2. On est maintenant de calculer chacune des longueurs OQ, ME, OE et EF. Donc OQ, OQ. Considérons le triangle MOQ rectangle en ordre. Donc d'après la méthode de Pythagore, on a MQ carré qui est égal à MO carré plus OQ carré. Alors OQ carré est égal à MQ carré moins MO carré. Donc OQ c'est la racine carrée de MQ carré moins MO carré. Ici c'est juste une propriété simple du coup qui dit que lorsqu'on a quelque chose qui est égal à quelque chose au carré qui est égal à un nombre réel, alors cette chose est égale à la racine carrée du nombre réel. Maintenant, le nombre réel est positif. Bon, donc ici, on remplace simplement MQ et MO par de valeurs. Donc nous avons ça dans la racine carrée de 16 moins 4, qui est racine de 12, ce qui donne 2 racines carrées de 3 hectomètres. Donc ici, en classe, on vous a appris à le faire avec des décompositions. Donc je suppose que vous allez prendre 12, faire la décomposition, normalement vous allez trouver ça pour la même chose. Maintenant, l'hectomètre ici est très important parce que l'unité de mesure ici, c'est l'hectomètre. La distance ME. Donc, quand on trouve un MOQ rectangle en on va utiliser la relation métrique cette fois-ci. Donc, on a MO carré qui est égal à ME fois MQ. Ensuite, E au carré qui est égal à EM fois EQ. Q au carré qui est égal à QE fois QE. OQ fois OM égale à OE fois MQ. Très bien. Donc, nous, on est en train de chercher ME. Donc, cette première relation-là, on l'élimine parce qu'on n'a pas ME dedans. Donc, on élimine ça. Même chose pour ceci. Ici, nous avons EM, mais on élimine cette relation. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le EO. La distance EO n'est pas connue. D'ailleurs, dans la question qu'on est en train de traiter, on doit encore déterminer EO. Juste après ME, on demande de déterminer EO. On n'est pas censé utiliser une relation qui utilise un connu. Donc, nous allons nous concentrer sur la dernière relation qui reste. Et effectivement, ici, nous connaissons MO et nous connaissons MQ. Donc, nous avons directement le ME sans problème. Donc, on choisit cette relation-là et on a ME qui est égal à MO carré divisé par MQ. Donc, ME sera égal à ceci et ça donne 1 hectomètre. Maintenant, le EO, le OE, c'est la même chose que EO, comme cette distance. Donc, considérons toujours le triangle MOQ rectangle en O. Et de même que ce qui précède, on va utiliser la relation métrique. Et on choisit la relation suivante, OQ fois OM égale à OE fois MQ. Alors on a OE est égal à OQ fois OM, le tout divisé par MQ. Simple. Et on trouve le résultat, OQ égale à 2 racines carrées de 3. Très bien. OM, là c'est un rappel. Le OQ, c'est le OQ qu'on a déterminé dans la question précédente. Bref, donc
le OQ c'est 2 racine de 3, OM égale à 2, et MQ est égal à MN qui est égal à 4. C'est bon. Parce qu'on avait parlé de carré, n'oubliez pas. Donc le OE donne finalement, ça donne 2 racines carrées de 3 fois 2 fois 2 divisé par 4. Enfin, ça fait 2 racines de 3 fois 2 divisé par 2 fois 2. Là, en fait, je veux faire une simplification. C'est pour ça que j'ai cassé le 4 en 2 fois 2. Voilà. Donc, on va simplifier par 2. Donc, on a ceci. Regardez. Quand je simplifie les deux là, donc là, 2 du numérateur est parti une fois, en bas c'est parti une fois. Et enfin, une fois et une fois en plus. Donc, finalement, les deux d'en haut sont partis, les deux d'en bas sont partis. Et il reste racine carrée de 3. Donc, OE, c'est racine carrée de 3 hectomètres carré et hectomètre plutôt. Maintenant, EF. La longueur EF. Considérons le triangle MNQ cette fois-ci. On va utiliser la conséquence de la propriété de Thalès. Ici, on utilise ça pourquoi? Parce qu'en fait, on remarque que dans le triangle MNQ, nous avons les droites EF et MN qui sont parallèles. Et ça nous fait d'office penser à la propriété de Thalès parce que la disposition est bien similaire à ce qu'on a. On a les conditions qu'il faut passer à une propriété de Thalès. On a ceci. Voilà. Étant donné que EF est perpendiculaire à MQ et que MN est perpendiculaire à MQ, les droites EF et MN sont parallèles. Voilà. Donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, on a ceci. QE sur QM qui est égal à QF sur QN égal à EF sur MN. Donc, on est en train de rechercher EF. Donc, ce qui nous intéresse, le côté de l'égalité qui nous intéresse ici, c'est celui où il y a EF. Donc, ceci. Très bien. Donc, on regarde le premier ici, QE sur QM. Parce qu'on peut mettre les deux ensemble pour trouver notre inconnu. Ou on peut utiliser ceci pour trouver notre inconnu. Malheureusement, on ne peut pas utiliser le QF sur QN. On ne peut que utiliser QE sur QM et EF sur MN. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le QF. Donc ça ne nous arrange pas en fait. Donc, et le QN aussi, on ne le connaît pas. La distance là, bon, on peut la déterminer, mais en tout cas, le QF spécialement, on ne la connaît pas. Donc, on se concentre sur un truc qu'on a déjà. Et c'est plus simple en fait. On peut utiliser QE, on peut utiliser QM, donc autant aller avec ça. C'est juste, c'est le raisonnement. Ça. Donc on a QE sur QM égale à EF sur MN. Ça équivaut à, ici c'est produit de moyens égale à produit d'extrême. Ça fait EF fois QM égale à QE fois MN. Alors EF est égal à QE fois MN divisé par QM. Or, on rappelle que QE c'est QM duquel on retranche ME. Là, il faut vraiment regarder la figure pour voir ça. Alors, EF est égal à QM moins ME fois MN maintenant, le tout divisé par QM. Très bien. Donc, on passe à l'application numérique, on remplace les valeurs. Ça donne 4 moins 1 fois 4 sur 4, ce qui donne 3 hectomètres. La question 3. On demande de calculer le sinus de OQM. Donc là, on va appliquer le cours. Donc ça donne sinus OQM est égal à OM divisé par QM. Parce qu'on a appliqué le tout qui dit ça fait côté opposé de l'angle OQM divisé par l'hypoténuse de l'angle du triangle OQM. C'est bon. Voilà. Donc ça donne finalement 2 sur 4, ce qui donne 1 demi. On demande là à la question B de déduire la mesure de l'angle OQM. Ici, on a trouvé que le sinus donne 1 demi. Et l'angle qui est admis pour sinus 1 demi, c'est 30 degrés. Donc on déduit directement que la mesure de l'angle, c'est 30 degrés. Ici, c'est important en fait de se rappeler des valeurs là. C'est dans votre tableau, vous avez une table de valeurs pour des angles et ce tableau là, c'est important de le connaître. Ça aide. Bon, passons maintenant au problème 2. La question 4 dit de calculer le coefficient de réduction de cône dont la section a permis d'avoir le tronc de cône, en tout cas d'avoir le solide.
Donc, ici, il s'agit simplement de déterminer K. C'est ce qu'on appelle coefficient de réduction. C'est bon? Donc, on a K est égal à petit r sur grand R. Donc, ici, K est égal à 3 sur 5. Pourquoi cette formule? Bon, observons le cône suivant. Donc, voilà un cône. On place ici. C'est le niveau où on a fait la section qui est cette partie-là. Voilà. Donc, nous avons l'apothème A2, le grand, la hauteur H2, le petit rayon, le grand rayon en bas. C'est bon? Donc, ici, c'est notre cône. Le cône lui-même en entier. Ici, c'est le cône réduit. Donc, voilà. Nous avons ceci. L'apothème, la hauteur, le petit rayon, c'est le cône réduit. Ici, nous avons le bas qui correspond au tronc du cône ici. Nous avons le petit rayon, la hauteur du tronc de cône, le grand rayon, et ceci, c'est le tronc de cône. Très bien. Donc, on va faire une petite projection pour voir le triangle qui est contenu dans ce cône. En fait, ça va vraiment nous utiliser pour les calculs, ça va nous aider pour les calculs. Et bon, c'est important de voir ces détails-là parce que ça permet d'avoir tout de façon claire dans la tête. Donc là, on peut ressortir le triangle qui est formé ici, là, tel qu'on le voit en pointillé sur la figure. Donc voilà le triangle. En bas, la base du triangle, c'est le grand R. Ce côté-là correspond à l'apothème du cône. Celui-ci correspond à la hauteur du cône. Là, nous avons le petit rayon. Nous avons le petit apothème. Ça, c'est l'apothème du cône réduit. Nous avons ici la hauteur du petit cône, le cône réduit. Donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, on a une fois encore fait la même chose ici. H1 sur H2 est égal à A1 sur A2 égal à petit r sur grand R. Or, le coefficient de réduction est tel que nous avons H1 sur H2 égal à K. Donc, finalement, on obtient ceci. H1 sur H2 égal à A1 sur A2 égal à petit r sur grand R. Et tout ça là est égal à K. C'est bon? Donc, dès qu'on demande le coefficient de réduction, on peut utiliser n'importe quelle formule ici, soit H1 sur H2, soit A1 sur A2, soit R sur petit r sur grand R pour avoir notre cas. C'est bon? Très bien. Question 5. On dit maintenant de calculer l'aire latérale de la surface solide. Ok. Ici, nommons H1 la hauteur du cône réduit, le petit cône. H2 la hauteur du grand cône. Donc, calculons maintenant H1 et H2. Donc, regardez, c'est le schéma qu'on a obtenu tout à l'heure. Là, nous avons le cône réduit à l'extrême gauche. Nous avons le cône qui est au milieu, ce que j'appelle grand cône. Et nous avons le tronc de cône. Voilà, après ça. Donc, on a H1 sur H2 égale à K, ce qui donne 3 sur 5. Donc, ensuite, nous avons H2 qui donne 5 sur 3 H1. C'est bon? Très bien. Ceci, vous pouvez l'obtenir en faisant clairement ce qu'on vous a appris. Règle de 3. 5 par, on a H1 sur H égale à 3 sur 5. Et donc, c'est tout ça, c'est seulement ça là qu'on travaille et puis on retrouve ceci. Bon, maintenant en classe, en PCT, vous avez eu ce genre de choses. Vous avez l'habitude de manipuler ce genre de formule là. CAV égale à CBV, bien tout du genre, c'est bon. Donc voilà. Or, nous rappelons que H1 plus le H est égal à H2. C'est important de regarder la figure ici. Le H, c'est ça qui est en rouge. Le H2, c'est la grande hauteur du grand cône. Et le petit H1, c'est la petite hauteur du petit cône. Ça se voit clairement que la somme de deux là, H1 et H, donne la hauteur du grand cône. Alors, H1 plus H est égal à 5 sur 3 H1. Là, j'ai juste remplacé le H2 par sa valeur en fonction de H1. Donc, on obtient que ceci équivaut successivement à 5 moins 5 sur 3 H1 plus H est égal à 5 sur 3 H1 moins 5 sur 3 H1. Ceci, en fait, est ce que vous avez appris en classe en disant on envoie un élément. Donc, si je vais expliquer, je vais parler de votre langage. C'est que, en fait, le terme là, 5 sur 3 H1, on l'a envoyé à gauche de l'égalité. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a moins là et 0 ici. C'est tout. Maintenant,
H1 moins 5 sur 3, H1 égale à H, et plus H est égal à 0. Ça équivaut à quoi? Que H1 moins 5 sur 3, H1 plus H moins H est égal à 0 moins H. Là, je viens juste de retrancher H des deux côtés. Donc, j'ai fait la soustraction. Je fais moins H des deux côtés de l'égalité, quoi. Donc, nous avons 1 moins 5 sur 3 H1 qui est égal à moins H. J'ai factorisé par H1. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai juste une factorisation. Bon. Et les H se sont éliminés. C'est tout. Voilà. Donc, on a, là, je remets le dénominateur et j'obtiens ceci. Donc, nous avons 3 moins 5 sur 3 H1 qui est égal à moins H. Enfin, nous avons moins 2 sur 3 H1 qui est égal à moins H. C'est bon? Très bien. Donc, ici maintenant, rappelons-nous que c'est H1 qu'on cherche. En tout cas, d'après ceci, l'inconnu ici, c'est H1. Donc, je dois me débarrasser de la constante qui est devant H1. Donc, pour ce faire, comme c'est une fraction, je multiplie simplement par l'inverse de la fraction et puis cet office, j'ai une pièce. Ok. Donc, je répète ce que je disais ici. On multiplie simplement par l'inverse de la fraction et puis les deux vont s'enlever, ça va donner. Quand je dis ça va se simplifier en fait. Donc, observez, nous avons 3, nous avons 2 sur 3 ici, nous avons 3 sur 2. Donc, on va faire le produit de là, ça va donner 1. C'est tout ce qui se passe là. Donc, nous avons ça donne moins 3 sur 2 fois H1. C'est bon? Pourquoi? Parce que j'ai multiplié en fait le premier membre. Observez ici. Le premier membre de cette égalité a été multiplié par moins 3 sur 2. Je dois faire la même chose de l'autre côté pour garder l'intégrité. Il faut que l'égalité soit la même. Donc, je n'ai pas le droit de faire une transformation d'un côté et ne pas le faire de l'autre côté. Quand j'ai transformation cette fois, multiplier un membre de gauche sans multiplier le membre de droite, ce n'est pas correct. Ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose au membre de gauche sans le faire au membre de droite, ce n'est pas correct. Et vice versa. Très bien. Donc, ici, bon, je me débarrasse des signes parce que moins fois moins ça va plus. Et idem ici, moins fois moins plus. Finalement, 2 et 2 là se simplifient. 3 et 3 se simplifient. Et donc, on a H1 qui est égal à 3 sur 2H. C'est tout. Donc, H1 est égal à 3 sur 2 fois 6. Parce que le H ici est égal à 6 mètres. C'est bon? Très bien. Donc, H1 donne 9 mètres. Donc, nous allons maintenant terminer H2. On avait déjà une relation qu'on avait établie. Hein. Bon, c'est un peu plus en arrière. On avait établi que H est égal à 5 sur 3 fois H1. Donc, c'est ça qu'on est en train d'exploiter ici. Si vous marquez le 9, c'est le H1 en fait qui est là. Donc, H2 donne 15 mètres. Donc, maintenant, soit A1 l'apothéme du compte réduit et A2 l'apothéme du compte réduit. Calculons A1 et A2. Très bien. Donc, c'est le compte réduit ça. D'après la propriété de Pythagore, nous avons A1 au carré est égal à H1 au carré plus petit a au carré. Alors, A1 carré est égal à ce qui est là, N carré plus 3 au carré. Et on obtient finalement 90. Donc, A1 est égal à 3 racines carrées de 10 mètres. Maintenant, nous allons le faire dans le grand compte. D'après la propriété de Pythagore, toujours, on a l'apothéme A2 au carré est égal à H2 au carré plus le grand rayon grand R au carré. Alors, A2 carré est égal à ce qui est là. Ok. Donc, concrètement, le A2 ici est égal à 5 racines carrées de 10 mètres. R de la surface latérale, soit A1, l'aire de la surface latérale du compte réduit, le petit cône bien sûr. A2, l'aire de la surface latérale du grand cône. Donc, soit A, l'aire maintenant de la surface latérale du tronc de cône. C'est important de nommer ça comme ça pour voir clair, quoi. C'est vraiment plus facile. Donc, nous avons A2 qui est égal à A1 plus A. Et grand A est égal à A2 moins grand A1. C'est la même chose. Grand A, c'est A. Donc, A égale à A2 moins A1. Or, A2 est égal à pi R A2 plus. Non,
pi r A2 et A1 est égal à pi r A1. Ça, c'est la formule. Donc, A est égal à pi r A2 moins pi r A1. Donc, le A est finalement, je factorise par pi ici. Et j'obtiens ce qui est là. C'est bon? On avait déterminé le A1 et le A2. Donc, on est juste en train de remplacer les valeurs dedans. Et on trouve notre A. Ça donne finalement 16 pi racine de 10 mètres. Une autre méthode. L'aire de la surface latérale. Donc, on part de la même, on rédige de la même manière. Soit A1, l'aire de la surface latérale du cône réduit, le petit cône. A2, l'aire de la surface latérale du grand cône. A, l'aire de la surface latérale du tronc de cône. On a A2 égale à 1 plus A plus A. Alors, quand A est égal à A2 moins A1. Or, ceci c'est une propriété du cours. A1 sur A2 est égal à K au carré. Bon. Et ça équivaut à A1 qui est égal à K au carré A2. Donc, on va venir remplacer maintenant le A1 par sa valeur. Et on obtient ceci. Donc, nous avons soit A1 l'apothéme du cône réduit, A2 l'apothéme du grand cône. On reprend un peu le principe. Maintenant, on finit. Bon, on a factorisé ici d'abord. J'ai factorisé, donc on a finalement 1 moins K au carré. J'ai factorisé le 60 qui était ici là. Hein. Maintenant, ce que je veux faire, c'est voilà, c'est parce que je vais appliquer cette formule-là que j'ai parlé de soit A1, A2 là. Donc, A2 ici est égal à, quand A2 bien sûr, c'est l'air, est égal à pi R A2 apothéme. Et donc, on remplace le A par sa expression. Et voilà, c'est tout. Maintenant, déterminons le petit A2. Donc, voilà le tronc de cône. Là, on voit cette distance-là, c'est A. Un petit a différent de A1 et de A2. Mais on n'a que A2 qui est égal à A1 plus ce A là. Pourquoi? Parce que regardez bien la figure. Nous avons le A2 qui est toute cette distance-là, de là à là, cette longueur-là. Donc quand on déconstruit ça et qu'on l'écrit, donc on remarque en fait, ici, là, ça correspond à l'apothéme du petit cône, qui est le cône réduit. Et en bas, en fait, c'est l'apothéme, bon, je ne vais pas dire apothéme. Toutes ces distances-là correspondent à toutes ces distances-là, ou bien en tout cas, ceci-là, c'est la partie du tronc de cône. Ça que je nomme A ici. Voilà. Ce qui explique pourquoi le A2 est égal à A1 plus A. Donc, et c'est bien le A là qui est ici. Donc, on va essayer de décomposer ça pour voir clair. Donc, je sors toute cette partie-là. Donc, c'est ça qui est là. Ensuite, je ramène ça pour voir clair. On voit le petit R, on voit le grand R, on voit le A. Et ici, je fais comme une sorte de projection. En tout cas, je place un segment là. Et en fait, maintenant, cette distance en rouge là, c'est ça qui nous intéresse. Ça correspond à grand R moins petit r. C'est après marqué ça. Grand R moins ce petit r là. C'est évident. Hein? Maintenant, nous avons un angle droit ici. Et ça, c'est très important. Voilà ce à quoi ça nous sert. D'après la règle de Pythagore, on a A carré qui est égal à H carré plus grand R moins petit r, le tout carré. Donc le A, ça fait racine carrée de H carré plus grand R moins petit r au carré. Donc le A devient finalement, on remplace le A par sa valeur. Donc le A devient A1 plus la racine là. Par ailleurs, A1 sur A2 est égal à K. Alors A1 est égal à K A2. Ensuite, A2 est égal à K A2 plus racine. Donc, j'ai remplacé le A1 par sa valeur et je vais exploiter ça. Donc, ça équivaut successivement à A2 moins K A2 est égal à racine carrée de H carré plus, voilà, grand R moins petit r au carré. Donc, on a finalement, je factorise 1 moins K A2 égale à H carré plus grand R moins petit r au carré. Voilà, là, c'est juste une factorisation. Donc, A2 est égal à racine carrée de H au carré
plus grand R moins petit r au carré de tout sur 1 là. Donc A2 donne finalement si tu vas remplacer H, grand R, petit r et K par le valeur et puis calculer quoi. Donc ce qui se passe, ce qui est important ici, c'est quoi? Ici, on a racine carrée de 40 sur 2 sur 5. Je suis déjà à ce niveau-là. Je sais que vous pouvez faire toute cette partie. Ici, le nœud, c'est quoi? Savoir faire la notion de classe. Donc, ici, nous avons la forme fraction sur fraction. Le coût dit que ça fait la fraction en haut fois l'inverse de la fraction en bas. C'est pour ça qu'on a 5 sur 2 et on la place de 2 sur 5 ici. Donc, cette fois-ci, maintenant, racine 40, je remplace par sa valeur et on se rend compte que les deux là peuvent se simplifier. Donc, finalement, ça fait 5 racine de 10 mètres. On peut maintenant calculer le A. Allons-y. Donc, A va donner 1 moins K au carré pi R A2. C'est la formule qu'on avait trouvée ensemble. Donc, il suffit de remplacer maintenant le R2 dedans et d'effectuer l'opération. Je ne tourne pas sur les calculs parce que bon, ça, c'est un peu forcément on peut faire. Donc, on a ceci et ça donne finalement. Là, nous avons une simplification et donc nous avons finalement 16 pi racine de 10. Or, donc c'est l'air ça. Question 6. On demande maintenant de calculer le volume du tronc de cône. Wow, c'est de la même manière. Donc, soit V1, l'air de la surface latérale. Ah, non, V1 c'est le volume, mais ça c'est une erreur de ma part. V2, le volume encore, et grand V, le volume du tronc de cône. Donc, regardez le cône. Ça c'est notre cône réduit. En bas, ici en bleu, ça c'est le tronc de cône. Tout à fait que le volume du tronc de cône, ça fait le volume de tout le cône moins le volume du petit cône en haut. Regardez bien la séparation. Vous voyez que d'après le schéma, c'est clair que c'est quand on fait la somme de deux volumes là, c'est là qu'on trouve le volume de tout le cône. Voilà. Voilà, ceci c'est une formule, on rappelle. V2 est égal à 1 tiers de pi r carré H2. Et V1 est égal à 1 tiers de pi r carré H1. On a dit que V est égal à V2 moins V1. Alors, V est égal à ce qui est écrit là. On factorise par 1 tiers de pi. Et voilà, oui. On remplace la valeur. Puis on commence à calculer. On trouve finalement 98 pi. Donc, on s'entend déjà qu'on a dit que le volume du tronc de cône, ça fait le volume de tout le cône, moins le volume du petit cône. Donc, ici, on se rappelle que V1 sur V2 est égal à K au cube. Alors, V est égal à K au cube V2. Alors, le V maintenant on remplace V1 par sa nouvelle valeur. Et ici, nous avons V égal à 1 tiers de K au cube V2. Donc, déterminons le V de maintenant. Le V de lui, c'est pi r carré H dessus 3. Donc, H1, normalement, H1 est la hauteur du cône réduit. H est la hauteur du cône. On a H2 est égal à H1 plus H. H1 sur H2 est égal à K. En d'autres termes, H1 est égal à H1 est égal à KH2. Ainsi, H2 est égal à KH2 plus le H1. Donc, nous avons finalement H2 moins KH2 est égal à H. C'est bon? On va factoriser. Voilà. On a 1 moins KH2 est égal à H. C'est une factorisation simple. Voilà. Donc, nous avons finalement H2 qui est égal à H divisé par 1 moins K. Faisons notre calcul. Et on remplace ici dans l'expression du V2 qu'on avait obtenu ici, bien en haut là. Voilà. Nous avons décidé de remplacer le H2 par sa valeur qui est H sur 1 moins K. Très bien. Donc on fait le calcul. On y va. Je vais zapper ça là parce que c'est pas très important. Maintenant, une fois encore, ici, nous avons quelque chose sur une fraction. Donc le cours dit fraction en haut, c'est ça qui est là. Pi fois 25 sur 6. Pi fois 25 fois 6,
Le 2 sur 1, c'est pas une fraction. C'est pas parce que c'est un dénominateur que c'est pas une fraction. Non. Et surtout, quand vous avez un nombre qui n'a pas de dénominateur, c'est que son dénominateur conserve automatiquement comme 1. Pourquoi? Parce que tout nombre divisé par 1 donne lui-même. Voilà. Donc, l'inverse de 6 sur 5, c'est 5 sur 6, c'est bien ça. Donc, les 6 là se simplifient, on a finalement 5 fois 25 pi qui donne 125 pi. C'est le volume V de ça. Revenons maintenant à V. Donc, V est égal à ceci, on avait dit. Donc, on va juste faire le calcul avec les 125 pi plutôt. Et on obtient ceci. Nous rendons le dénominateur, nous faisons une transformation. Ok. Donc, les 125 se simplifient ici. Donc, ça donne 98 pi. Et donc, nous sommes à la fin du problème 2. Donc, le problème 3, je vais le finaliser et je vais faire la vidéo pour terminer ça. Donc, c'est tout. Problème 1, problème 2. Donc, le plus important ici, c'est quoi? Traiter l'exercice et fausser, ce n'est pas un problème. Mais maintenant que la correction est là, pour ma vidéo, ce que le travail qui reste à faire là, c'est quoi? Suivre la vidéo, traiter chaque question et aller pas à pas, reprendre, c'est-à-dire, vous traitez une question et vous devez pouvoir reprendre les méthodes, si vous aviez faussé, reprendre les méthodes par vous-même sans avoir regardé la vidéo et sans avoir l'impression que vous êtes en train de travailler en utilisant votre mémoire pour vous rappeler exactement ce qui avait été fait. Donc, au point où c'est vraiment instinctif, quoi. Et donc, si vous avez repris assez et que vous êtes capable de reprendre l'épreuve là, du problème 1 jusqu'au problème 2, de A à Z, sans avoir besoin de la vidéo, là, on peut dire oui, vous avez appris quelque chose. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, n'arrêtez pas de le faire. Parce que c'est toujours mieux de se concentrer et d'assimiler de façon profonde une notion avant d'aborder d'autres épreuves. Donc c'est important parce qu'en général, toutes les épreuves plutôt, seront une variante de celle qu'on vient de faire. Donc voilà, merci beaucoup.